finalement des fantômes. Donc, passage fantôme et arcane, puisque c'est un cinéma de Julien, du rapprochement du merveilleux, finalement, si on considère le merveilleux comme disait Aragon, le merveilleux c'est la contradiction qui apparaît dans le réel. Donc, passage au pluriel, comme le recueil d'Henri Michaud, figure clé finalement pour qui veut comprendre l'œuvre de Raymond Carrasco. Donc, pourquoi passage? Puisqu'il s'agit aussi d'aller, bien sûr, vers soi, au plus loin de soi, le voyage au pays Tarahumara, ou même la quête qui est représentée dans un film de fiction, comme dit Michaud justement dans le passage, peindre, composer, écrire, me parcourir. Là est l'aventure d'être en vie. Et c'est peut-être justement, une idée à un moment, c'était justement de me dire que c'est peut-être cela, se parcourir, et c'est peut-être pour cela qu'on marche autant dans le film de Raymond et Régis, c'est peut-être justement ce parcours, donc cette aventure d'être en vie, et on voit que même dans la fiction, on retrouve ces motifs de marche qui s'ouvrent donc avec la Gradiva. Vous connaissez aussi certainement ce que disait Adorno, c'est que l'art rigoureux et pourtant non conceptuel du passage est l'essai, ce qui permettait donc aussi d'approcher la question de ce cinéma comme un essai sur l'essence même du cinéma et sur la poétique du cinéma. Donc on retrouve de Gradiva jusqu'au film Julien, en passant par la fiction de rupture et bien sûr la fresque Tarahumara, penseur, essayiste, cinéaste de l'oscillation, de la remise en question et de l'actualisation d'images oniriques, des images aussi de l'invisible. Donc, oscillation, passage, cinéma de l'entre-deux, entre deux rives, entre le minéral et l'impondérable, ou l'ineffable, entre deux vies, entre deux âges. C'est toujours ces passages, justement, qu'on va essayer de... je vais vous montrer. Donc, tout d'abord, très concrètement, le rapport au surréalisme. Donc, on l'a assez répété, le motif de Gradiva, la femme qui marche. C'est la femme qui, nouvelle de Jensen, se laisse reconnaître en marchant. Donc, elle va mener le récit. Et donc, on a parlé de Freud et de Warburg, qui s'était penché sur le motif de la Gradiva, mais des artistes comme André Masson, comme Salvador Dali, vont aussi être fascinés par Gradiva. Des cinéastes comme Luce Buñuel, comme Ado Kirou ou comme Brunus vont eux aussi essayer de la mettre en marche, on va dire. Et par ailleurs aussi, Rob Grillet et Raymond, qui donc réussissent à finalement faire aboutir les projets autour d'une Gradiva. Avec donc, bien sûr la grâce et la beauté que l'on fait et que l'on continue de revoir. Ici, finalement, j'aborde avec la question de la Gradiva ce gros plan sur un pied qui permet finalement il vise moins à présenter une figure fétichisée qu'à montrer l'oscillation entre présence et absence. Vous voyez que dans la fiction, ce sera déterminant, aussi l'oscillation et le passage entre le rêve et la veille, entre la vie et la mort. Puisque ce pas suspendu est peut-être finalement le fameux point sublime qui était de toutes les oppositions, donc tant recherché par les surréalistes. Alors, il est dans l'image sur le site, donc une image de rupture, Loger et Mireille Perrier, et donc il y a dans son seul film de fiction donc finalement des personnages qui marchent. C'est le personnage de Joa Kahn, interprété par, oui, donc vous voyez la qualité des images là, c'est pas très, on reconnaît quand même le pas de Loger. Donc dans Rupture, avec des éco-biographiques, une constellation d'acteurs, Mireille Perrier, Buloger, Jean-Christophe Bouvet, qui crée une sorte de gemme comme ça très très peu connue. L'histoire débute au Mexique, lorsque Joa Kahn, interprété par Bulogier, va
part vers Paris, enfin, il revient à Paris à la recherche de sa petite sœur Anna qui a disparu de façon mystérieuse. C'est l'histoire finalement d'une quête à la fois littéraire, puisque c'est à ce moment-là que cette femme qui vit plongée, l'archéologue, elle plongeait dans les vestiges d'une culture qui n'est pas la sienne, et elle décide de retourner pour chercher sa sœur et commence à écrire. C'est une quête à la fois littéraire et familiale. Et donc, après, une fois arrivée à Paris, donc c'est là où elle commence à parcourir la ville en marchant. Et elle déambule aussi à travers divers quartiers parisiens, en suivant tout un jeu de pistes qui semble un hommage appuyé au cinéma de Jacques Rivette. Donc le Bulogier marche donc elle va chercher sa sœur dans le théâtre où elle travaillait, elle va jusqu'à bord de la Seine et ses talons vont un peu percer comme ça le bruit dans l'automne parisien. Si je ne me trompe pas, c'est aussi le bruit des pas et raccord, c'est un élément extrêmement important pour ce film. Et ce rythme, toujours posé, ce rythme très régulier de la marche du personnage de Joas s'oppose finalement au glissement et donc à la disparition et les petits pas irréguliers et fébriles, quoique très silencieux, de sa petite sœur Anna Mireille Ferrier, que l'on voit au milieu du film. Alors, l'histoire, en fait, se dédouble à un moment à travers la référence à la Justine de Sade, puisque c'est en jouant le rôle de Justine que Anna semble s'être abîmée, elle semble s'être perdue à ce moment-là. Alors, c'est à la fois donc, un film qui est une enquête policière, une chronique d'un livre en train de se faire, le livre de Joa, et donc l'élégance, la simplicité se déploie comme ça, ce tourbillon des patients des deux femmes qui vont donc se retrouver. La marche sera une recherche de ce qui disparaît, comme la fragile et finalement assez insaisissable Anna va disparaître. Donc en fait, il y a peut-être ici à nouveau une autre référence, un autre antécédent, que ce soit à Artaud ou à Grotowski, la question du théâtre, de la tension scénique qui contamine un peu la vie quotidienne. Et, mais finalement, dans Rupture, il y a bien sûr la question de la quête de la grande sœur, mais aussi la chronique d'un ensorcellement. C'est-à-dire que, à travers la nouvelle Justine de Sade, Anna va perdre quelque chose de sa subjectivité. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails qui font du marquis de Sade une référence incontournable pour le mouvement surréaliste, mais je voudrais juste rappeler justement l'importance qu'avait eu pour certains auteurs, comme par exemple pour Breton, l'importance de la réhabilitation de cette figure, sa poétisation, qui était aussi une des grandes controverses entre Bataille et Breton, autour de la figure du marquis de Sade, et bien sûr, il y a toute la défense qu'il y aura aussi de la part de certains surréalistes auprès de Jean-Jacques Pauvert au moment du procès qui lui avait été fait par la censure en 1956, lorsqu'il décide d'éditer les œuvres complètes de celui qu'on appelait déjà donc le divin marquis. Dans Rupture, en fait, la référence au marquis de Sade me semble avoir ici un but bien précis. Ici, on voit une image de très très mauvaise qualité, que c'est on voit plus. C'est l'image de Anna qui est sur scène. C'est une des dernières fois où on la voit sur scène, et donc il est surcadré. Et puis, une des premières fois où on aperçoit donc au miroir une scène assez énigmatique, donc où il a écrit sur un miroir d'une maison qu'elle n'habite plus, juste Justine. Alors, ce n'est pas tant parce que
Ce n'est pas par désaccord justement que Anna se perd dans cette incarnation de la Justine, c'est tout simplement parce qu'il y a une question d'interprétation, justement. C'est-à-dire que la cruauté ou la tension dramatique qui se déverse sur la vie quotidienne, c'est-à-dire que Joa, en cherchant sa sœur parmi la troupe de théâtre où elle jouait auparavant, la nouvelle Justine, découvre en fait que les pratiques pas très orthodoxes du metteur en scène et de l'acteur qui doit fouetter sa sœur sur scène, donc dépassent parfois l'espace scénique, et que c'est vraiment une question d'herméneutique, c'est vraiment une question d'interprétation entre ce qu'est la poétique de Sade et ce que une partie de la troupe, notamment le metteur en scène, en feront. Il y a aussi, donc pour revenir à la quête, telle qu'elle est figurée dans ce film, on a aussi un élément supplémentaire d'angoisse et de suspense. Donc, Joa cherche sa sœur qui a disparu, elle va la chercher au bord de la Seine. À un moment, elle était déjà tombée dans l'eau, donc je ne sais pas si c'est un suicide, si c'est un accident, une tentative de suicide dans un accident. Et puis aussi, on se rend compte, en tant que spectateur, que Anna va croiser la trajectoire d'un serial killer qui sévit dans le 11e arrondissement de Paris, le tueur du 11e arrondissement. Donc à nouveau, c'est ce côté sur une pièce qui est en train de se faire, qui se déverse sur la vie quotidienne. Donc ici c'est ça, donc c'est aussi bien sûr à nouveau Rivette, qui, bon, de son côté, n'avait pas cessé de revendiquer cette importance de la construction scénique et de son déploiement sur les autres espaces de représentation. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que finalement, cette connaissance du jour, je voudrais quand même arriver au film Julien, parce que je voudrais vous montrer vraiment un extrait. La connaissance du jour, c'est aussi l'heure des fantômes. Il ne faut pas oublier aussi que l'heure la plus mystérieuse, et c'est dit dans Gradiva, dans le livre de Jensen, c'est midi, c'est l'heure des fantômes. C'est l'heure des fantômes en Grèce antique, puisque c'est le moment où on ne peut pas voir son ombre. Donc, comme le rappelle Robert Valgalien dans Le réel et le fantastique, midi est l'heure stationnaire des Hellènes, où les choses coïncident avec leur ombre et où l'homme n'est plus ce qu'il éprouve. L'assourdissante clameur des cigales, par exemple, dans Le Bon Pays, c'est une référence à Théophile Gautier dans Ariane Marcella, où un jeune archéologue voit des fantômes comme on reçoit un coup de soleil. Les démons de minuit sont aussi ceux de midi, cette heure chère aux fantômes, comme il est dit dans la Gradiva de Jensen, autre roman fantastique méditerranéen. Donc, le jour, c'est aussi l'heure des fantômes. On voit qu'à midi, il se manifeste pas seulement dans la Gradiva, mais aussi donc, dans les films de Julien. Donc, je passe maintenant à vous montrer de bonne qualité qui sont sur Internet. Donc, c'est un portrait de Julien, donc, la présentation du film en 1981, portrait d'un voyant. Et donc, c'est après, l'image précédente, c'était celle d'un miroir, c'est à partir du moment où, c'est vers la fin d'un des films Julien, donc après la révélation d'un accident, j'y reviendrai, donc une sorte de prise de possession de sa propre image. Alors, ici, bien sûr, il a été question de pas et d'oscillement, de basculement. Il y a une question d'équilibre, parce que si Norbert Arnold, le personnage de la Gradiva, s'il délire justement cette femme qui marche, Julien de son côté, donc le Julien du livre de Julien, après la chute, après une chute, il devient de plus en plus lucide. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il devient donc voyant. Les films Julien sont donc des films qui décomposent le mouvement, on dévoile des secrets cachés, mais l'événement en soi, vous verrez, il est donc fragmenté, suggéré d'une manière
très particulière. Alors, au début des années 80, Raymond Carrasco mène le projet du film Julien d'après le livre de Julien. Donc, c'est l'histoire de son père, un maçon dans le sud de la France, où il joue son propre rôle, l'homme qui, en fait, après un accident, après une chute, à partir d'un échafaudage, en fait, va commencer à raconter ses rêves et à revenir sur certaines visions qu'il avait eues au cours de sa vie et donc à certaines prémonitions. Donc, le film, j'avais justement choisi un extrait où il me semble qu'on pouvait voir justement ce qu'on appelle la précipitation des signes. Vous verrez qu'on y retrouve à la fois un hommage, une forte présence de Marguerite Duras, une réactualisation du geste justement de la marche qu'on a. Attends, et donc je vais mettre en main. Donc je vais passer un extrait de ce film Julien. C'est ce que je fais. Beaucoup plus important de le voir. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a marqué durée. Voilà, durée 0. Il n'est pas chargé. Le Salvador. Alors, Voilà. C'est bon? à l'âge de 7 ans, j'ai rêvé que j'étais tombé la tête en bas et je suis resté évanoui. Mais un pressentiment m'a dit que ça m'arriverait à 52 ans. À 52 ans, je travaillais à Arsène, un maçon est tombé de la cave coopérative. La tête en bas et il est resté estropié pour la vie. J'ai dit, maintenant c'est ton tour, tu ne passeras pas le mois sans qu'il t'arrive un accident. En effet, quand je finissais les plâtres le soir, m'habillant, j'ai trébuché et je suis été vers l'escalier et j'ai évité avec ma tête la première marche. Le lendemain, je suis été à notre plâtrage. Là, j'étais sur un échafaudage à une certaine hauteur. Je me suis senti balancer et je suis tombé la tête en bas. Je suis resté évanoui. Les maçons qui s'habillaient, c'était l'heure de dîner. En bas, ils ont entendu le bruit. Ils ont dit le plâtrier qui est tombé. Ils sont montés, ils m'ont trouvé évanoui. Ils m'ont pris dans les décombres. Mais ils ne savaient pas si j'étais mort. Il y en a un qui a dit, il respire. Ils ont téléphoné, manque de peau, pas d'ambulance. Toutes les ambulances étaient prises. Un maçon qui avait une 2 chevaux m'a pris dans la 2 chevaux et en route il a crevé une crevaison. Il a fallu qu'il reparte et moi qui étais toujours pâle comme la cire dans cette 2 chevaux. Il a reparé, on est reparti, on est arrivé à la clinique Catala à Carcassonne. Je me suis réveillé vers les 2 heures. Et qu'est-ce que c'est qui m'est arrivé? On m'a dit, vous êtes tombé, un accident.
Il sort de la clinique. Il y a eu triple fracture du rocher. Cette os temporale où est logée l'oreille interne. Le tympan crevé, le sang écoulé au dehors, l'ont sauvé de la mort, de l'opération, d'une surdité. Il a suffi de garder la tête immobile, un mois. Tout s'est remis en place. Il n'a rien senti, pas la moindre douleur, pas un mal de tête. Au milieu d'une vie de maçon, vers 50 ans, au midi d'une journée, l'été, c'est un accident ordinaire. La chaleur, un bref instant de fatigue, ce sont des raisons suffisantes. Ou simplement, seulement, le hasard d'un faux pas. L'indemnité après l'accident est une chance. Banale, elle aussi, relativement. La tête, c'est tout ou rien, on dit ça. Ça n'a rien été. La vie a continué. Il travaille. Comme d'habitude. Trop. Comme un noir, dit sa femme. Il se tait. Beaucoup. Toujours beaucoup. Mais là, peut-être, quelque chose s'est déplacé. Il se tait moins. On pourrait dire ça. Non qu'il parle plus. Il se tait et il parle parfois. Il se tait énormément et il prend la parole, soudain. Alors, je ne vais pas vous parler donc Ici, de la méthode. Quelque chose, peut-être, s'est passé. Grégo, sa femme, la première l'a formulé. C'est depuis l'accident. Julien parle. Il raconte. Alors, c'est un peu donc étendu au début, plus la femme technique, donc je ne vous parlerai pas de la méthode psychique d'André Breton telle qu'elle peut être donc réinterprétée chez Julien. Simplement juste vous dire quelques éléments sur ce film. Donc il s'agit en quelque sorte de narration accompagnée. Le récit de l'accident de Julien, de ce faux pas, qui est l'hypothèse première de ce film. Ce récit est ponctué de visions, de rêves, de représentations et de réflexions sur l'événement, sur un simple instant qui a changé à jamais la vie, qui a donné ou du moins libéré la parole, et bien sûr le récit, la narration des rêves chaque matin, le retour de certaines visions qui avaient été prophétiques donc dans l'enfance de cet homme, même quand il était encore en Espagne. Donc la série de films vont tous réfléchir sur le rapport entre diverses couleurs, divers rythmes aussi, un peu comme disait Vincent tout à l'heure, toutes les rythmes de la pensée, et on interroge les notions même d'accident, d'événement ou d'avènement justement, en montrant avant, après et la libération de cette parole, avec ce merveilleux qui va s'introduire dans le quotidien de cet homme et comment toute la famille finalement elle va recevoir cet événement. Juste une chose, c'est que donc Julien, si vous voulez,
l'homme, qu'il n'est pas en quelque sorte à la... il se trouve un peu à la lisière de tous les systèmes de connaissances, ce qui finalement venant... le film étant fait par sa philosophe, on a une très belle tension, puisque le récit de cet homme, je dis c'est vraiment à la limite de tout système philosophique, il est entre le poétique et il n'est pas à la recherche d'un dogme, mais tout simplement la parole libère quelque chose qui permet de découvrir de nouveaux rapports avec le monde, préserver la rêverie, le rêve, les images intérieures, et le rêve devient finalement la vision, un matériau poétique de connaissance. Donc avec après toute la réflexion autour, bien sûr, d'une état psychique ou du peut-être paranormal, on ne sait pas, avec des hasards objectifs, des coïncidences, etc., qui bâtissent le rythme des films juliens. Je vais m'arrêter ici pour laisser quand même la place aux autres. Merci, je laisse l'extrait au cas où. Voilà, désolée d'avoir dépassé, en tout cas. Voilà, merci. Dans le titre « Et les lumières et les ombres » de Joe Bousquet au regard des mots-images de Rebecca Risco. Alors, je ne suis pas spécialiste de Joe Bousquet, donc c'est une tentative, on va dire, qui sera, à mon avis, un peu fragile. Alors, durant la Première Guerre mondiale, Joe Bousquet est grièvement blessé à l'âge de 21 ans, d'une balle dans le dos. Il perd l'usage de ses membres inférieurs et demeurera alité sa vie durant à Carcassonne. Cloîtré dans une chambre dont les volets demeureront éternellement fermés, l'écrivain décline un geste poétique multiple et éclaté. Écrire le bruissement du monde, s'affranchir d'une narration de l'enfermement à laquelle sa blessure aurait pu le condamner. Écrire la vie dans ses mouvements et ses métamorphoses patientes, dans ses couleurs fugitives, ses obscurités tenaces ou fertiles. Il s'agit pour l'écrivain d'habiter la maison, de créer entre le dehors et le dedans, entre le monde du repli et le monde de l'effervescence, des passerelles imaginaires, des errances rêveuses. Habiter la chambre, c'est avant tout habiter le lit. C'est vivre le temps qui s'égrène au fil des saisons, dans une position étendue, dans une position où une partie du corps demeure à jamais paralysée. Dans cette maison de la rue de Verdun à Carcassonne, cette maison au volet clos, le lit n'est pas seulement un mobilier banal, fonctionnel, ou encore un simple objet de nuit où l'homme ne ferait qu'y entreposer ses rêves inquiets. Le lit de Joe Bousquet est le lieu duquel il habite le monde, un lieu retranché, mais néanmoins ancré, où l'écrivain s'organise une existence dans la pénombre du silence, dans la lumière fragile de la solitude. Voir, écrire, aimer sont des mots actes constitutifs de l'existence de Bousquet. Il se réveille, et se révèle à partir de la position couchée, celle du presque mort. Mais cette position du corps quasi endormi, inerte, Bousquet l'a renversée, retournée, faisant vivre la pensée, la chair, dans des îlots de lumière-mouvement, dans des traversées obscures, où chaque passage de la conscience, chaque étincelle de l'âme, est un souffle de résistance, adressé à la mort, adressé à la peur de la disparition. Carrasco a consacré plusieurs textes ici à l'œuvre de Bousquet. Les journaux aquarelles en 83, Proche de l'érotique en 84, La chair de la blessure en 85, La pupille ou l'optique en 85, Noir de noir, le noir baroque en 90, et L'ombre de la chair en 2000. Ces textes disent comment le poète crée dans l'écriture elle-même des rythmes images, des montages séquentiels dans lesquels des figures fluides étincelantes de la matière et de la chair blessée s'exposent dans l'espace-temps de la page comme un pur matériau cinématographique. Alors je vais lire un extrait en fait des journaux aquarelles, écrit par Raymond en 83, et ce fragment de texte est un peu le déclencheur de ma réflexion. Mise en flux continu de phrases brèves, mise en série de formules, dont la pure juxtaposition crée paradoxalement la coulée, Joe Bousquet sait que le secret de la fluidité de la forme se fait par montage de fragments discontinus.
Seul ce principe cinématographique de composition peut laisser passer la durée. Le mouvement interne d'une œuvre, qui bat au rythme réel de l'événement, syncope de l'immuable et du fugitif. Dans un mouvement analytique en aller-retour entre l'œuvre de Bousquet et les textes de Raymond Carrasco, je vais essayer de révéler cette puissance du voir poétique que Bousquet, que l'écriture essayiste de Carrasco éprouve et révèle en s'appuyant sur des notions empruntées à l'étude des formes filmiques. Question, l'écriture de Bousquet serait-elle de composition cinématographique? L'œuvre de Raymond, tant ciné expérimental qu'essayiste, a-t-elle été irriguée, modelée, rythmée par la poésie visuelle de Bousquet? Donc je vais d'abord vous lire un fragment de texte de Papillon de Neige. La figure humaine n'est pas faite pour être vue. Un visage est la vue intérieure d'un autre visage. Le visage est, dans les regards, comme un oiseau entre les serres d'un oiseau. Le visage, la figure est la lumière du corps humain. Elle est la rose où se transforme en regard tous les secrets d'un corps, sa vie profonde, l'action de la vie sur lui. La figure, le visage est un firmament, azur de toutes les profondeurs accumulées. Toute la lumière noire de la vie physique d'un corps est dans le visage, comme la lumière dans une forêt. Le visage n'est pas pour être vu, ou pour se couvrir de regard. La figure humaine est une frondaison de transparence, dont une lumière plus transparente ouvre les fleurs. Il est la profondeur qui porte des fleurs dans la profondeur des regards. Tracer les reflets de la pensée, écrire le rayonnement du regard, telle se révèle la composition de l'écriture poétique de Bousquet, que Carrasco questionne en termes de composition de plan cinéma. Bousquet, de par son style fragmentaire, monte dans l'intervalle des phrases les coups du silence, peint par les mots le battement de la solitude et l'expérience de la chair. Cette écriture visuelle, cette écriture d'envoi, qui se prive de l'emploi de métaphores, Bousquet la sculpte dans une coulée vive de la phrase brève, où l'agencement des mots, leur intervalle fertile et le montage des phrases creusent des relations de proximité, de contraste, de rupture entre les choses. Dans son premier texte consacré à Bousquet et intitulé Les journaux aquarelles, Raymond Carrasco débute sur un questionnement par l'emploi d'une formule chez Bousquet. Elle écrit « Quelle formule pourrait livrer la formidable opération poétique de Bousquet? Et pourquoi objecte-t-on déjà chercher une formule pour dire un processus par où l'écrivain expose incessamment la parole à l'acte de naître? » Bousquet déclarait son ambition la plus haute, s'éloigner de la poésie, devenir un savant, analyser et comprendre l'amour. En effet, dans le texte original qui tient à la fois du texte poétique, du journal quotidien et du manifeste de l'écrivain, Bousquet écrit « Il me semblait que dans mon analyse de l'amour, enfin serait compris sous la forme d'un rapport, d'une manière de formule algébrique, que je prendrais dans la main, comme un coléoptère d'espèce courante. » Carrasco de reprendre son mouvement analytique itératif, au risque de la répétition, elle poursuit. Une formule coléoptère, avoir une belle formule, où la géométrie a sa part, réaliser, disait Cézanne. Carrasco de poursuivre les résonances citationnelles en convoquant Cézanne dans un entretien avec Gasquet. Il faut être un bon ouvrier, n'être qu'un peintre, avoir une formule, réaliser. L'idéal du bonheur terrestre, avoir une belle formule. Ce court extrait atteste de la force de la scansion déployée par l'écriture de Raymond Carrasco. Reprendre le même mot, ici formule, non point afin d'énoncer le même, mais faire que ce même devienne une différence, une variation, une image, une réitération ouverte. Faire naître des visions de la pensée à partir de l'anaphore ou encore à partir de l'épistrophe. Ces procédés stylistiques et rhétoriques rythment la phrase, soufflent l'incantation et répandent une ardeur entêtée qui, tout en soulignant le mot dit, révèle l'espace d'une pensée. L'écriture de Carrasco utilise l'anaphore et l'épistrophe de façon non stricte. Ces reprises lexicales s'apparentent davantage à un processus itératif libre. Le mot formule devient ainsi un pivot énergie qui permet de tresser un texte critique qui danse d'un domaine à l'autre, qui entrelace l'espace littéraire et l'espace pictural. Je vous lis la suite du texte de Carrasco. Moduler la couleur, telle pourrait être
la formule de la découverte et de la rupture césarienne. Il faut moduler, peindre, dramatiser, danser les transformations de l'existence, écrivait Bousquet, qui avait donc lu Cézanne. Moduler l'événement, telle serait alors la formule générale de ce gigantesque journal fleuve, qui est l'œuvre tout entière de Bousquet, par-delà les genres reconnus, varier les formules de l'événement, telle pourrait être décrite la forme de ce journal ininterrompu, la formule même du style de Bousquet. L'écriture de Carrasco se propage comme une écriture pulsation, une écriture sensation. Dans les textes de Bousquet, le mot formule intervient ici comme un fragment image, posé, aligné, monté, remonté dans l'espace de la page, qui s'amplifie, se fracture, bref, s'intensifie, afin d'exposer la circulation de l'idée comme un événement du sensible. Carrasco pratique la synthèse, déploie une pensée, mais simultanément elle tente de faire battre un rythme de l'idée, comme autant d'événements agencements. Ce rapport à la répétition, à la structure en spirale analytique, fut mentionné par Barthes dans le rapport qu'il consacre en directeur de thèse au doctorat de 3e cycle de Carrasco, intitulé « La fantastique des philosophes ». Il y salue avec force ce qu'il nomme un essai en fait. Parmi les 7 éléments qui affirment selon lui cette fête textuelle, Barthes introduit l'élément spirale. Je cite Barthes. Le 4e élément, c'est ce que j'appelle la spirale. J'emploie ce mot parce que précisément, vous le savez comme moi, c'est une image de Vico qui a été reprise par Michelet. C'est-à-dire que les grandes formes reviennent, mais à des étages différents. C'est là le sens de la spirale, et dans votre texte, il y a un retour fréquent de ce qui importe, mais à différents étages. Et par là même, vous ne donnez pas la tâche de démontrer, de convaincre, d'emporter, d'assujettir, ce qui est très important, mais je dirais de faire miroiter, d'insister. Et je dirais, parce que c'est le mot sur lequel je reviendrai, et parce qu'il m'importe actuellement de fasciner. L'hypnose, n'est-ce pas, classiquement, c'est ce qui se produit devant le retour circulaire d'un point brillant devant les yeux. Parmi les sujets d'étude de Carrasco, on rencontre Artaud, qui est connu pour ses glossolalie, ses proférations incantatoires et son emploi de l'anaphore. Dans un des textes les plus célébrés sur l'angoisse que vous connaissez, le poète crie « Il y a un mal contre lequel l'opium est souverain, et cela s'appelle l'angoisse. L'angoisse qui fait les fous, l'angoisse qui fait les suicider, l'angoisse qui fait les damnés, l'angoisse que la médecine ne connaît pas, l'angoisse que votre docteur n'entend pas, l'angoisse qui laisse la vie, l'angoisse qui pince la corde ombilicale de la vie. La composition anaphorique permet ici de fixer l'image du mal, de cibler l'exaspération d'une nervosité bégayante du corps. Le film Tutuguri de Carrasco est monté à partir d'un double matériau, le rite du Tutuguri que chante à 6 reprises Tranquillinho un soir de Noragache, et des images de Carreras, ces courses d'hommes et de femmes spécifiques au peuple tarahumara. Le film s'ouvre par un plan fixe sur un mur éraflé, filmé plein cadre, ainsi réduit à une pure matérialité. Une voix murmure dans un rythme prosodique lent, un extrait d'Artaud. Tutuguri, Tutuguri, fait à la gloire externe du soleil. Sur un ciel bleu moucheté de nuages, la voix off souffle ensuite les mots. Tutuguri est un rite noir. Un homme suivi de son chien entre dans le champ par le bord droit du cadre. Il marche au ralenti, tourne ensuite le dos à la caméra pour revenir finalement sur ses pas. La voix poursuit le rite de la nuit noire et de la mort éternelle du soleil. Par la suite, la mécanique cinématographique cyclique, ritualisée comme le rite, les ritournels motifs tels que marcher, danser, chanter, amplifie et creuse le geste de marche, le geste de danse, la force du chant du swing. Donc je vais vous passer un court extrait de Tutuguri. Tu peux éteindre. Merci. Tutuguri, Tutuguri, Tutuguri. Fait à la gloire externe du soleil. Tutuguri est un rite noir.
le rite de la nuit noire et de la mort éternelle du soleil. Carrasco et Brofil montrent le rite comme une figure sensible et originale, comme une peinture fragment qui dessine à l'écran les rapports de force primordiaux entre les hommes, la terre et le ciel. Il développe ainsi une véritable écriture poétique de l'événement. Il faut donc sonder, tailler dans l'événement, afin de percer l'intensité mineure de la variation, afin de saisir la durée de ce qui échappe, afin de peindre les choses et les corps dans une grâce qui résiste à leur disparition. Revenons à l'œuvre de Bousquet, dont l'écriture poétique fait advenir les choses en créant des événements textuels sans hiérarchie. Les textes de Bousquet s'affranchissent d'une formulation du temps qui serait assujettie à sa logique linéaire. Ils résistent à toute tentative de reconstruction chronologique et graduée des faits. Bousquet, selon ses propres mots, s'astreint à délocaliser les faits, qui fera écrire à Blanchot, à propos du livre traduit du silence, que ce livre est fait de 1000 chemins qui s'égarent, parce qu'il est calqué sur le vagabondage du temps. Et Blanchot de poursuivre. On pourrait donc se contenter de suivre les quelques thèmes qui, en s'entrecroisant, forment la trame de l'ouvrage, sans rechercher le sens que le mouvement de ces thèmes élabore, dévoile, puis recouvre, dans un travail inquiet qui ressemble à celui des vagues. Il ne s'agit pas pour le poète de révéler la vie comme un témoignage où se structurerait le passage de fureur fragile et où se décrirait inlassablement l'épreuve emprisonnée de la blessure du corps. Cette écriture met donc en faillite le sens, elle efface le parcours balisé de l'explication et du discours, elle contre-écrit le tourment prévisible de la chair. Il s'agit pour le poète, tel qu'il l'écrit dans Papillon de neige, de regarder les choses en oubliant ce que l'on en sait, actualiser en nous l'épreuve la plus haute, jusqu'à la rejeter entièrement dans l'oubli. Dans son refuge de mots et d'images à Carcassonne, Bousquet attend, échange et partage avec Arago, avec Gide, Paul Éluard, Nelly, Pollan, autant d'amitiés, de rencontres qui se lient et se consolident au fil des mots, au fil des correspondances, au fil des visites répétées. De nombreux livres parsèment la chambre et les murs de la tanière de Bousquet. La chambre de Bousquet est un espace pictural. Le poète s'est entouré de toiles à regarder au quotidien. Au contact de Gala et Éluard, d'ailleurs, il acquiert ses premiers tableaux, dont un Dali, des œuvres de Miro, Fautrier, Chirico, Kandinsky, Klee, Magritte, Dubuffet. Ces œuvres vont soutenir, éclairer, vivifier le quotidien de cette vie bloquée et enfermée. À propos de ces œuvres, il déclarera « Vous ne pouvez pas imaginer ce que tableau représente pour moi.
Il a fallu pour couvrir mes murs, souffrir toutes les ironies, pas une de ces toiles qui ne représente une histoire, que m'importe leur qualité, ils sont ma vie. Dans le texte La pupille optique de Bousquet, Carrasco écrit « Ainsi le poète parle-t-il en peintre de la lumière, de l'éclat des couleurs, remonter à cette nuit souterraine dont toute la lumière est issue, apprendre à voir l'ombre, c'est-à-dire cette faculté de rayonner que l'on voit aux transparences doublées de ténèbres, à partir de cette ombre rayonnante, remonter au noir de source originelle, actualiser l'acte même de naître, créer une mystique de la lumière, telle pourrait être la formule picturale de Joe Bousquet. » L'écriture de Carrasco s'écarte de la tradition analytique classique de la narration académique interprétative. Il s'agit pour la philosophe cinéaste de révéler l'écriture fragment, l'écriture couleur de Bousquet. Mots, phrases, ponctuation, ou même suremploi de la ponctuation, n'offrent jamais à la lecture un énoncé démonstratif, linéaire, développant ou encore argumentant la pensée d'écrivain. Les mots de Carrasco et de Bousquet offrent un mouvement analogue. Tous deux forgent une circulation-pulsation de la pensée. Carrasco entrelace des formes idées, lit des blocs d'intensité, organise des récidives, révisite et réamplifie, afin que le rythme du texte, son enveloppe sensible, se creuse et s'échappe dans l'espace de la page. Pour Carrasco, il s'agit écrire l'apparaître de la pensée, scander les variations-obsessions de la pensée, faire naître des lumières fugitives, tout en les fixant comme des traces hiéroglyphes, que le temps de lecture sacralise. Dans Journaux aquarelles de Bousquet, Carrasco relie l'écriture de Bousquet, la problématique du montage cinématographique en ces termes. L'art de la composition est alors celui rythmique de l'agencement temporel des formules, d'un calcul des intervalles qui doit laisser intacte leur légèreté. Moduler, peindre les transformations de l'existence, c'est donc tout d'abord pratiquer cet art de la composition des paragraphes, du montage des phrases à l'intérieur du paragraphe et du montage des paragraphes entre eux, de l'agencement rythmique des formules évanouies. Selon Carrasco, la poétique de Bousquet, tout au long de ses années de réclusion, a maturé vers, je cite Raymond, une optique, c'est-à-dire une physique de la lumière et des couleurs, de la lumière-couleur, où la question du voir est fondatrice de la parole. Il s'agit de créer, à partir des mots, à partir de leur portée sensible, des intensités visuelles qui coulent par éclat une pensée matière, ou davantage une matière de la pensée. Par l'agencement des phrases, porter atteinte aux mots, à leur netteté, devrait-on dire, afin d'atteindre l'image des choses, les choses elles-mêmes. Ce voir matière, cette pensée de la lumière et de l'ombre, Bousquet le glane dans une physique féconde et imaginative des éléments. La nuit compagne, qui l'anime dans notre souffle, la pluie, le vent, le gel, la neige, tous ces faits climatiques qui éveillent et amènent le regard hors de son coin cellule, ou encore les flots, l'eau du ruisseau, la pureté glaciale du silence qui habite constamment son œuvre. Au-delà de cette pensée poétique de la terre, du ciel, de l'aube et du sommeil, il y a l'expérience érotique de Bousquet que son écriture directe, brutale, spirituelle, révèle avec une terrible limpidité. Selon Carrasco, je cite, « Lire le cahier noir de Bousquet exige une sorte particulière de mobilité, des vitesses infinies et des ralentis, un œil érotique enfin. » Pour Bousquet, il ne s'agit jamais d'écrire lyriquement sur le plaisir de la chair, mais de voir comment la rencontre avec le corps féminin est une rencontre où s'expérimente une forme de volupté cruelle, où les corps polarisent, pour reprendre les mots de Raymond, des états psychiques de l'ombre. Je cite Bousquet, « Elle avait de profonds feuillages de lumière, où l'arôme de la terre se mêlait à toutes les ivresses du vent, pour qu'il y eût comme des paupières de soie dans le regard de l'homme, à travers lesquelles il vit sa nudité revêtue d'une image. Et c'était de cette ombre végétale qu'elle avait la curiosité, me vouant mentalement à la connaître, comme un nid où l'ombre s'abritait avant de la blesser, comme une végétation ambitieuse de prendre du jour et de le mêler au secret de sa féminité. » Dans le cahier noir de Bousquet, la vigueur du regard de l'écrivain contre l'affaiblissement du corps blessé, et les yeux du poète accueillent toujours avec une obsession généreuse l'innocence lumineuse de la chair ailée.
Pour le poète, il s'agit invariablement de revisiter par les moyens de l'écriture des images d'impétuosité amoureuse dont il est par sa blessure non point privé mais empêché. Aussi retourner par les mots des images de possession, ou encore ressasser les figures de la nullité du corps féminin, c'est révéler la métamorphose désirée de l'être dans l'expérience de la chair. Les puissances de la chair chez Bousquet se révèlent et s'impriment au contact électrique du regard. Le regard, acteur, vecteur de l'écriture, grave des fragments sensibles de liberté charnelle. Chez Bousquet, l'expérience de l'écriture est liée à l'expérience d'une érotique essentiellement optique. Irradier les mots, exprimer l'extase du regard, pris dans les coloris du désir, c'est laisser véritablement s'épanouir une esthétique du vertige sensuel. Carrasco fait l'éloge dans ses textes sur Bousquet de cette écriture poétique, de ce voir érotique où se composent, s'isolent, s'incorporent les lumières et les ombres du regard, les lumières et les ombres de la pensée. Cette écriture érotique nouvelle, elle la décèle au cinéma dans Prénom Garmin de Godard. Écoutons ces mots. Pour la première fois peut-être au cinéma, on a filmé un sexe en plan moyen, sans flou artistique, sans précision anatomique. Un sexe comme une chose, paysage et matière, végétal, animal, de l'herbe, du crin, doux, noir, touffe Godard. Un sexe hors sexualité, simple leçon de choses, érotique nouvelle. Il ne s'agit pas pour la philosophe cinéaste de construire des phrases structurées qui se lient les unes aux autres et dont la portée du sens avance vers un objectif précis. Ici, on rompt avec un style apprêté, étudié, où la longueur des phrases vise in fine un commentaire conclusif. Le style de Carrasco est un style brisé, heurté. Le mot jaillit comme une image, comme un éclat de voix. Une écriture cinéma où la brutalité de la langue travaille le sens par fulguration, par étincelle sonore. Dépouiller l'ornementation de la pensée, pour l'écrivaine cinéaste, c'est d'abord isoler les traits de sensation, c'est faire éclore des ruptures, c'est faire l'éloge d'une pensée du fragmentaire. Cette écriture du fragment traverse les textes de Raymonde, autant ses textes que ses films. Bousquet, Blanchot, Godard, Bresson, Duras, Eisenstein, Rita ou Marat. Écrire donc, filmer encore, mais toujours réaliser la pensée du côté d'un hors-discours, au sein de discontinuités inédites et audacieuses. Merci. Avec Olivier Salle, maître de conférence en littérature française à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. On peut avoir la lumière. Merci. Vos domaines de recherche donc, sont les avant-gardes, néo et avant-gardisme. Vous êtes quand même un grand spécialiste d'Artaud, vous avez écrit plusieurs livres sur Artaud. Je vais en citer quelques-uns. Antonin Artaud, littéralement et dans tous les sens. Antonin Artaud, Vie et mort d'Antonin Artaud. Artaud en revue. Antonin Artaud, les avant-gardes théâtrales. Donc on va vous écouter sur Artaud. Vaut mieux s'arrêter là. Bien. J'ai rencontré Raymond Carrasco au printemps 1997 à la terrasse du café Beaubourg, à Paris. De longues conversations téléphoniques avaient précédé cette rencontre. Nous travaillions tous les deux sur l'œuvre d'Antonin Artaud, et c'est la raison pour laquelle j'avais pris contact avec elle. J'avais lu avec intérêt certains de ses textes et découvrais son travail cinématographique sur les Indiens de Tarahumara. J'avoue aujourd'hui ma curiosité d'alors. La lecture que Raymond Carrasco proposait, mêlant écriture et image, m'intriguait, et ce d'autant plus que ses poèmes ethnographiques s'inspiraient ou s'appuyaient sur l'aventure mexicaine d'Artaud. Placé sous l'égide d'une telle référence surplombante, ce travail, émanant d'une universitaire, ne manquait pas d'intriguer et parfois d'inquiéter les commentateurs d'Artaud, irrités ou fatigués par l'abondance des engouements plus ou moins inspirés que son œuvre suscitait depuis les années 60. Les investissements affectifs et les transferts mimétiques n'avaient pas manqué en effet, et certains avaient dénoncé là
par simple prévention, mais aussi quelquefois de manière argumentée, un mimétisme biographique qui s'autorisait une fois encore du nom et du renom d'Artaud. Il est inutile de taire ici l'isolement universitaire de Raymond de Carrasco. Les spécialistes d'Artaud, convaincus de leur orthodoxie, n'ont guère apprécié son excentricité, ses franchissements. Et l'anathème ou l'indifférence ont servi le plus souvent de jugement critique. L'originalité d'un travail dont la communauté universitaire ne savait que faire déclassait et reléguait de facto son auteur au rang des amateurs égarés. L'approche ethnographique, nimbée d'un certain spiritualisme, semblait fragile. La rigueur critique paraissait faire défaut. C'est dire la méfiance, la réprobation, voire la suspicion qui entourait alors, dans ce milieu très étroit, le travail de Raymond de Carrasco sur les Indiens Tarahumara. D'autres avant elle avaient fait ce voyage au pays de tel ou tel, et qu'en avait-il rapporté, sinon, disait-il, des initiations névrotiques et des témoignages exotiques dont la crédibilité, toujours sujette à caution, relevait moins de la raison critique que de la croyance et de la conversion. L'ombre des mystifications de Carlos Castañeda obscurcit encore de telles tentatives. En 2003, j'ai organisé et dirigé un colloque intitulé « Antonin Artaud, questions ouvertes ». Et depuis lors, publié sous le titre, qui vient d'être d'ailleurs mentionné, « Antonin Artaud, littéralement et dans tous les sens ». Vous me permettrez de citer ici les premiers mots de l'avant-propos des actes de ce colloque. L'intitulé du colloque qui nous rassembla à Cerisy en juillet 2003, Antonin Artaud, questions ouvertes, paraîtra banal. Plus qu'un désir, il marquait pourtant une volonté. Nous voulions en effet tenir à distance certains réflexes, éviter autant que possible le pavlovisme que le nom et le renom d'Artaud déclenchent obstinément. Nous voulions maintenir ouverte au questionnement le plus vif une œuvre menacée par les réductions et les simplifications. Contre les fermetures et les replis que nous observons, une nécessaire attention s'impose. Ouvert donc, non pavlovien, ce colloque fut l'occasion de rendre hommage à Raymond de Carrasco, présente comme l'était aussi Régis Ebro, en montrant plusieurs de ses films sur les Tarahumara. Très peu de participants, il faut le dire, très peu de participants à ce colloque les connaissaient, et les réactions furent contrastées, malgré le militantisme. L'intérêt manifesté se nuançait le plus souvent de réserve, voire de résistance, nettement affirmée. Pourquoi ces réserves? Pourquoi ces résistances? Qu'est-ce qui motivait ces réactions mitigées? L'esthétique filmique surprenait favorablement. La captation cinématographique étonnait positivement. Mais c'était la fidélité de Raymond de Carrasco au texte d'Artaud, dont d'amples fragments accompagnaient les images, qui était interrogée avec émotion. Le texte original était-il scrupuleusement répété? Était-il déformé? Était-il détourné? Était-il dévoyé? À quels usages les écrits mexicains d'Artaud étaient-ils voués? Illustration, collage, relais, renvoi, posture, relève mémoriel? On ne peut ignorer ces questions. Raymond de Carrasco a lu l'auteur du voyage au pays des Tarahumara, elle l'a lu longuement et elle l'a lu attentivement, jusqu'à mêler ses propres mots à ceux d'Artaud avant de parler en propre, dans le voisinage, mais aussi dans le plus lointain d'un certain Artaud. Cet entremêlement est l'objet de mon propos. De même, cet affranchissement, cet éloignement qui se produit ensuite, tardivement. Il nous faut donc d'abord démêler ce qui a été noué, pour mieux entendre ensuite la voix singulière de Raymond de Carrasco. Les mots de fidélité ou d'infidélité posés à l'instant ne sont pas anodins. Ils témoignent d'un ancien litige aux très nombreux développements. Lourde d'une postérité conflictuelle, dont la transcription contestée des 406 cahiers de Rodez et du retour à Paris par Paul Thévenin n'est qu'un des avatars les plus connus, cette question de la fidélité ou de l'infidélité à Artaud est déterminante. Elle engage en effet le sens de son œuvre. Le travail de Raymond de Carrasco constituait-il une mise en abîme par le texte et l'image de ce que fut le voyage au pays des Tarahumara? En est-il la répétition actualisée? En est-il le prolongement mimétique, poétique et la duplication imagée? Les mots aveuglants de fidélité ou d'infidélité prétendent protéger la vérité de l'œuvre d'Artaud. Mais sont-ils justes? Sont-ils pertinents? Nous savons les croyances et les actes de foi qu'ils révèlent. Mais qu'occultent-ils? Quel discours de vérité impose-t-il à leur tour?
Certes, nous le verrons, les montages citationnels effectués, saisissant Artaud uniformément, sont parfois équivoques. Mais ces écarts ou ces infidélités annulent-ils la double originalité du travail de Raymond de Carrasco? Originalité de sa lecture d'Artaud et originalité de son écriture filmique des Tarahumara. Finalement, des fantômes. Donc, passage fantôme et arcane, puisque c'est un cinéma de Julien, du rapprochement du merveilleux. Finalement, si on considère le merveilleux comme disait Aragon, le merveilleux, c'est la contradiction qui apparaît dans le réel. Donc, passage au pluriel, comme le recueil d'Henri Michaud, figure clé finalement pour qui veut comprendre l'œuvre de Raymond Carrasco. Donc, pourquoi passage? Puisqu'il s'agit aussi d'aller, bien sûr, vers soi, au plus loin de soi, le voyage au pays Tarahumara, ou même la quête, qui est représentée dans un film de fiction, comme dit Michaud justement dans le passage, peindre, composer, écrire, me parcourir. Là est l'aventure d'être en vie. Et c'est peut-être justement, une idée à un moment, c'était justement de me dire que c'est peut-être cela, se parcourir, et c'est peut-être pour cela qu'on marche autant dans le film de Raymond et Régis. C'est peut-être justement ce parcours, donc cette aventure d'être en vie. Et on voit que même dans la fiction, on retrouve ces motifs de marche qui s'ouvrent donc avec la Gradiva. Vous connaissez aussi certainement ce que disait Adorno, c'est que l'art rigoureux et pourtant non conceptuel du passage est l'essai, ce qui permettait donc aussi d'approcher la question de ce cinéma comme un essai sur l'essence même du cinéma et sur la poétique du cinéma. Donc on retrouve de Gradiva jusqu'au film Julien, en passant par la fiction de rupture et bien sûr la fresque Tarahumara, penseur, essayiste, cinéaste de l'oscillation, de la remise en question et de l'actualisation d'images oniriques, des images aussi de l'invisible. Donc, oscillation, passage, cinéma de l'entre-deux, entre deux rives, entre le minéral et l'impondérable, ou l'ineffable, entre deux vies, entre deux âges. C'est toujours ces passages, justement, qu'on va essayer de... Enfin, je vais vous montrer. Donc, tout d'abord, très concrètement, le rapport au surréalisme. Donc, on l'a assez répété. Le motif de Gradiva, la femme qui marche. C'est la femme qui, nouvelle de Jensen, se laisse reconnaître en marchant. Donc, elle va mener le récit. Et donc, on a parlé de Freud et de Warburg, qui s'était penché sur le motif de la Gradiva, mais des artistes comme André Masson, comme Salvador Dali, vont aussi être fascinés par Gradiva. Des cinéastes comme Luce Buñuel, comme Ado Kirou ou comme Brunus vont eux aussi essayer de la mettre en marche, on va dire. Et par ailleurs aussi, Rob Grillet et Raymond qui donc réussissent à finalement faire aboutir les projets autour d'une Gradiva. Avec donc, bien sûr la grâce et la beauté que l'on fait et que l'on continue de revoir. Ici, finalement, j'aborde avec la question de la Gradiva ce gros plan sur un pied qui permet finalement il vise moins à présenter une figure fétichisée qu'à montrer l'oscillation entre présence et absence. Vous voyez que dans la fiction, ce sera déterminant. Aussi l'oscillation et le passage entre le rêve et la veille, entre la vie et la mort. Puisque ce pas suspendu est peut-être finalement le fameux point sublime qui était de toutes les oppositions, donc tant recherché par les surréalistes. Alors, il est dans la image sur le site, donc une image de rupture, du Loger et Mireille Perrier. Et donc, il est dans son seul film de fiction, donc finalement des personnages qui marchent. C'est le personnage de Joa Kahn, interprété par... Oui, donc vous voyez la qualité des images là, c'est pas très... On reconnaît quand même
le pas de biologie. Donc dans Rupture, avec des éco-biographies, une constellation d'acteurs, Mireille Perrier, Bulogier, Jean-Christophe Bouvet, qui crée une sorte de gemme comme ça très très peu connue. L'histoire débute au Mexique, lorsque Joaquin, interprété par Bulogier, part vers Paris, il revient à Paris à la recherche de sa petite sœur Anna qui a disparu de façon mystérieuse. C'est l'histoire finalement d'une quête à la fois littéraire, puisque c'est à ce moment-là que cette femme qui vit plongée, l'archéologue, elle vit plongée dans les vestiges d'une culture qui n'est pas la sienne, elle décide de retourner pour chercher sa sœur et commence à écrire, c'est une quête à la fois littéraire et familiale. Et donc, après, une fois arrivée à Paris, donc c'est là où elle commence à parcourir la ville en marchant. Et elle déambule aussi à travers divers quartiers parisiens, en suivant tout un jeu de pistes qui semble un hommage appuyé au cinéma de Jacques Rivette. Donc, Bulogier marche elle va chercher sa sœur dans le théâtre où elle travaillait, elle va jusqu'à bord de la Seine, et ses talons vont un peu percer, comme ça, le bruit dans l'automne parisien. Si je ne me trompe pas, c'est aussi le bruit des pas et raccord, c'est un élément extrêmement important pour ce film. Et ce rythme, toujours posé, ce rythme très régulier de la marche du personnage de Joa s'oppose finalement au glissement et la disparition, et les petits pas irréguliers et fébriles, quoique très silencieux, de sa petite sœur, Anna Mireille Perrier, que l'on voit au milieu du film. Alors, l'histoire, en fait, se dédouble à un moment à travers la référence à la Justine de Sade, puisque c'est en jouant le rôle de Justine que Anna semble s'être abîmée, elle semble s'être perdue à ce moment-là. Alors, c'est à la fois donc, un film qui est une enquête policière, une chronique d'un livre en train de se faire, le livre de Joa, et donc l'élégance, la simplicité se déploie comme ça, ce tourbillon des passions des deux femmes, qui vont donc se retrouver. La marche sera une recherche de ce qui disparaît, comme la fragile et finalement assez insaisissable Anna va disparaître. Donc en fait, il y a peut-être ici à nouveau une autre référence, un autre antécédent, que ce soit à Artaud ou à Grotowski, la question du théâtre, de la tension scénique qui contamine un peu la vie quotidienne. Mais finalement, dans Rupture, il y a bien sûr la question de la quête de la grande